Packard mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist. C'est un choix personnel. Donc, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui cette compagnie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Packard ici fabrique des camions, d'accord? Des camions ici que vous ne retrouvez peut-être pas aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe. Donc, si vous connaissez à peu près les camions Peterbilt, etc. Donc, ce qui est intéressant de cette compagnie, c'est qu'elle vend ses camions, mais également elle vend également les produits, elle a également un service, un segment produits et services ici, donc pour la maintenance, etc. Vu que ce sont ses propres camions, donc techniquement, s'il y a un problème quelque part, elle est là pour à peu près remplacer une batterie ou des choses comme ça. Bref, je vous laisse aller voir ceci. Et ça, c'est le segment qui m'intéresse généralement parce qu'il est plutôt stable à long terme. Ok, il me semble qu'en Europe, ou bien en Amérique du Sud, vous connaissez peut-être les DAF, etc. Aux États-Unis, le Peterbilt ou bien le Kenworth, c'est très, très répandu ici. Et ici, à peu près des poids lourds. Donc, je ne sais pas comment est-ce ils vont catégoriser ça ici. Mais vu qu'on parle de poids lourds, allons-y, regardez d'abord les chiffres. Vous voyez ceci? C'est le prix c'est l'action, le price action. Magnifique. C'est une croissance exponentielle, n'est-ce pas? Le revenu, croissance exponentielle. Et quand on parle de revenu ici, est-ce que les volumes augmentent ou est-ce que c'est le prix qui augmente uniquement? Toujours aller vérifier cela, surtout quand une entreprise vend en détail certains produits. OK? Ensuite, marge brute. Les marges brutes sont exceptionnellement élevées. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est durable? Vous me direz, mais bon, ces marges brutes ont tendance à faire ici du yo-yo. Ça ne me dérange pas parce que ça reste une compagnie cyclique, fabricant d'automobiles. Et quand on parle de fabricant d'automobiles, PACCAR, est-ce qu'il y a un service financier? C'est ce qui doit également vous venir en tête quand vous regardez ce type d'entreprise. Même si on la classe au niveau de la machinerie ici, voilà. Est-ce qu'on vend à crédit? Est-ce qu'on a un bras financier à l'intérieur de l'entité, un peu comme Caterpillar qui a un bras financier à l'intérieur? C'est pour ça que quand vous l'analysez, il faut faire très attention. Et il me semble également que John Deere, c'est la même chose. Parce que la dette, vous allez voir que John Deere a souvent une énorme dette. Pourtant, il faut faire la différence entre la dette ici de l'entité financière et la dette ici de l'entité opérationnelle. On va le dire comme ça. Entité manufacturée, on va le dire comme ça. OK? So, les marges brutes sont exceptionnellement élevées. Est-ce que c'est durable? Moi, je vous dirais que non. Et vous allez voir une chose. Pendant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnies dans le secteur ici de la logistique ont gagné beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup d'argent? On est enclin à dépenser. D'accord? Donc, Packard va pouvoir bénéficier de ce cash-là. Peut-être pendant 1, 2 ou 3 ans. Mais ça va s'arrêter à un moment donné. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'intéresser à Packard. Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Je le dis clairement. Même si les chiffres sont exceptionnellement bons, ces chiffres-là ne sont pas durables. OK? Quand on check maintenant les net income et les free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Vous allez remarquer ici que les free cash flow sont moins élevés que les net income. Tout simplement parce que vous allez avoir un effet ici BFR. Parce que l'entreprise vend certains de ses camions à crédit. Ce qui est totalement normal, c'est l'activité. Donc, on aura tendance à récupérer ce cash-là à long terme ou bien à vendre la dette en question à une entité, à un organisme de crédit lambda. En tout cas, il faudra aller vérifier. C'est la raison pour laquelle on n'aura pas tendance à payer des multiples élevés pour ce type d'entreprise. Non seulement c'est cyclique, mais également, on a un free cash flow qui n'est jamais l'équivalent de ce qu'on a enregistré comme vente. Ici, on a 20 milliards, là, on a 11 milliards de free cash flow. Et c'est le free cash flow qui compte. Sur les 5 dernières années, 13 milliards, 7 milliards. Donc la moitié. Sur les 3 dernières années, 9 milliards, 5. Donc généralement la moitié. Et vous voulez que je paye 15 fois les bénéfices? Ça va être compliqué. Donc, dette nette sur EBITDA, c'est le genre de business qui ne doit pas avoir une dette nette sur EBITDA supérieure à 3 fois. Parce que c'est très cyclique. Et quand on prend la machinerie ici, on a un ratio, dis-moi la machinerie, quand on prend cette compagnie, on a un ratio aux alentours de 0,9. Et vérifiez tout la dette nette du point de vue volume, est-ce qu'elle augmente ou diminue? Ici, elle est plutôt stable, 5 milliards 760. Donc, c'est l'EBITDA du point de vue volume qui augmente, n'est-ce pas? On a ceci. Voilà. Et vu que l'EBITDA du point de vue volume est actuellement, on est sur une période assez exceptionnelle pour ces entreprises-ci, il faut donc faire attention par rapport à ce ratio-là. OK? Normaliser les résultats
Et si je normalise ces résultats, si je me dis ceci, c'est la conclusion. Sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui a rapporté 2 milliards 800. 2 milliards 800, 7 milliards 700 divisé par 2 milliards 800, on trouve à peu près un ratio inférieur à peu près à 3 ici, ce qui est correct. OK? Maintenant, du point de vue évaluation, si j'achète cette compagnie et que je me base sur les bénéfices nets, je vais avoir tendance à la survaloriser, n'est-ce pas? Si je me base sur les free cash flow moyens qu'on a obtenus sur les 10 dernières années, c'est à peu près 865 millions, alors qu'on aurait pu obtenir 1 milliard et plus. Si vous regardez les bénéfices nets ici, je vais également mettre ça comme ça. En termes de bénéfices nets, c'est 1 milliard 700. Free cash flow, c'est 865 millions. Sur les 20 dernières années, 632, 1 milliard 200. Donc, à partir d'ici, on va faire une hypothèse optimiste et une hypothèse pessimiste. L'hypothèse optimiste, c'est celle-ci. Le 1 milliard 700 des 10 dernières années, la moyenne sur les bénéfices nets, d'accord, fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, je pense qu'on avait 5 milliards 800 par là, ok, divisé par le nombre d'actions, à combien? À 525 millions, ils rachètent leurs actions, 525, ça donne à peu près 38 dollars à l'action. Ça, c'est mon hypothèse optimiste. 38. Mon hypothèse pessimiste serait de prendre à peu près la moyenne des free cash flow des 10 dernières années, à savoir 865 millions, à 15 fois les bénéfices. Si j'applique la dette nette ici, on aura quelque chose en moins 5 milliards 800, divisé par le nombre d'actions, à 525. Ça donne à peu près aux alentours de 14 dollars l'action. OK? Donc, si je suis pessimiste, c'est 14 dollars l'action par là. Optimiste, 38 dollars l'action par là. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que je ne paye pas des multiples de valorisation plus élevés. C'est une belle entreprise. Mais je trouve que Packard, en date d'aujourd'hui, est à un niveau assez élevé pour moi. Mais je continue à la suivre parce que je sais que c'est une très belle entreprise. OK? Et si elle va me chercher aux alentours d'une quarantaine, une cinquantaine de dollars, on va réfléchir. Et si je veux y investir présentement, il faut que je me rassure bien que sur les 20-30 prochaines années, qu'on puisse avoir des revenus, des bénéfices nets par action au moins de 9 dollars. Parce que ici, vous allez avoir tendance à vous dire que l'entreprise est sous-évaluée, s'échange à 12 fois les bénéfices, sans prendre en considération la conjoncture actuelle, qui est favorable, sans prendre en considération le secteur d'activité, qui est cyclique. Donc, faites très attention. Les clients finaux gagnent beaucoup d'argent. Packard gagne beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas durable. Packard va revenir aux alentours d'une cinquantaine de dollars tôt ou tard. Et si on se trompe par rapport à cette affirmation-là, ça ne sera pas plus grave que ça, parce qu'on pourra s'ajuster en conséquence. Pour le moment, on observe ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Elle paraît sous-évaluée. Le dividende ici, il ne faut pas que cette compagnie vous reverse aux alentours plus de, par rapport à 800 millions ici, par rapport à ce qu'on a ici, 1 divisé par 60. Attendez, divisé par 60. Je n'aimerais pas qu'elle me verse ici plus de 1% en dividende. N'est-ce pas? Le dividende, il y a une croissance du dividende ici de près de combien? 42, 62%. C'est trop. Il faut qu'elle s'arrête à ce niveau-là. Parce que la période actuelle est exceptionnelle. En tout cas, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls. Si vous avez un avis différent, peut-être que le prix actuel est intéressant. Mais moi, je vais rester sur mon 40 dollars ici, qui sera le premier niveau. Et le 40 dollars, je sais ce que ça implique. OK? C'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Oui, c'est une belle entreprise en réalité. Même si elle est à un niveau très élevé en date d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'un PER de 10 n'est pas forcément une entité sous-évaluée. Parce que vous pouvez avoir un PER de 10 qui est extrêmement surévalué. Et je pense que cette compagnie-ci est surévaluée avec ce PER. OK? Vous pouvez également regarder le ROIC ici, le ROIC, qui est excellent, même si je n'aime pas le calcul de ce ROIC. Tout simplement parce qu'il prend en considération l'invested capital. Or, invested capital, c'est quoi? C'est dette à long terme, dette à court terme, plus equity, plus les leases, les loyers. Non, je n'aime pas ce calcul-là. J'aurais préféré
un, un, un ROIC, mais la version de Joel Greenblatt, qui prend en considération ici le besoin en fonds de roulement plus l'équipement. D'accord? Le besoin en fonds de roulement plus l'équipement uniquement. Donc ici, ça vaut ce que ça vaut. De toute façon, si on prend à peu près le calcul selon Joel Greenblatt ici, on aura un chiffre bien plus élevé que ça. Je pense que si vous allez sur Guru Focus, vous allez trouver ce chiffre-là dans tous les cas de figure. Mais voilà, ça c'est déjà mieux que rien. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, entre le ROIC, le ROA, le ROE, etc., il faut déjà connaître la formule pour savoir l'interpréter. Il faut savoir à peu près, par exemple, le ROIC, vous n'allez jamais l'appliquer sur une compagnie financière, ça n'a pas de sens. Le ROE ne l'appliquez absolument pas sur une entreprise qui n'est pas une entité financière. Ce n'est plus le moment, c'est une métrique qui est dépassée sur certaines entités. Donc, quand je vois comment on l'applique sur Apple, pour moi, Apple utilisait un ROIC déjà pour commencer. Le ROE, c'est pour les banquiers parce que les entités comme les Apple ont énormément d'intangibles. Ça peut fausser le ROE. Quand je dis fausser le ROE, ça veut dire qu'en réalité, ils auront même des ROE, une rentabilité bien plus élevée que ça. Bref, on en parlera un jour. Comme ici, je pense que débrouillez-vous, enfin, pas de dis débrouillez-vous. Faites vos recherches également de vos côtés parce qu'il faut être curieux. Si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas faire des recherches ici, ça ne sert à rien d'acheter des actions. Parce que les actions, c'est essentiellement de la lecture. Le stock picking, il faut lire, il faut aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, ce n'est pas pour vous. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de raccourci. Ça n'existe pas du tout. OK? Bref, Packard aujourd'hui, pour moi, c'est un prix assez élevé. Même si les multiples de valorisation sont attractifs, il faut faire attention. Merci.